Dans la genèse de l'Afrique contemporaine, la décennie 1935-1945 a été décisive, avec des crises et mutations majeures dont les conséquences se prolongent pour certaines encore aujourd'hui. Une décennie qui a rendu plus apparent et vu s'accélérer deux phénomènes fondamentaux et très actuels, le sous-développement et le nationalisme. L'un des pays où le problème de l'unité territoriale et politique est le plus aigu encore à ce jour est un territoire célèbre depuis l'Antiquité qui commerçait avec Romains, Grecs et Indiens et qui a connu une des cultures poétiques et littéraires parmi les plus riches d'Afrique. Comme disent les Ivoiriens, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce territoire en question devienne une des plus grosses incompréhensions de l'histoire contemporaine de l'Afrique et pour que la seule évocation de son nom appelle selon les sensibilités dépit, incompréhension, tristesse, soupir, résignation et même peur. Bienvenue dans un Sankofa qui descend dans les entrailles tourmentées de l'histoire de la Somalie, un pays où la seule chose stable depuis 65 ans est son drapeau, qui a fêté son anniversaire le 12 octobre dernier. Éphéméride africaine, pas mon papa. 1875, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie se disputent déjà des bouts de Somalie. Malgré une résistance à l'occupation occidentale organisée par Mohamed Hassan, l'Italie acquiert divers territoires sur la côte du Benadir qu'elle réunit en une colonie officielle en 1905, avant d'annexer en 1940 la Somalie britannique. Cette Italie de Benito Mussolini finit par contrôler en tout la Somalie, l'Éthiopie et le nord du Kenya, territoire qu'elle perdra finalement une fois défaite à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Juste après la guerre, la population somalie est partagée donc entre le district nord du Kenya, les provinces du Odd et de l'Ogaden en Éthiopie, la Somalie française, actuelle Djibouti, la Somalie britannique ou Somaliland, au nord de la Somalie actuelle, et enfin la Somalia italienne, au sud de la Somalie actuelle. C'est vous dire. Justement, fait non négligeable à rappeler, c'est que dans les écoles ouvertes par les Italiens en Somalie, la période dite du Risorgimento, celle de l'unification de l'Italie au XIXe siècle, était présentée comme la page la plus glorieuse de l'histoire nationale italienne. Du coup, naturellement, les jeunes Somaliens y ont vu des similitudes avec leur propre situation et ont formé, après la guerre, la Ligue de la jeunesse somalie, la LJS, appelant à la création d'une grande Somalie réunifiée que les Britanniques, bizarrement, rêvaient de diriger. Naturellement, les Éthiopiens et les Français s'y opposèrent vigoureusement. Quant aux Italiens, même battus et dépossédés de leur colonie, ils aspiraient tout de même, comme en Tripolitaine, à se voir confier par l'ONU au moins la tutelle de leur ex-colonie de Somalia, et ce, malgré l'évidence des sentiments anti-italiens de la population, constatés d'ailleurs par diverses commissions de l'ONU. Lorsque la question fut discutée à l'ONU en 1948-1949, une vague de manifestations populaires pour l'indépendance se déchaîna à Mogadiscio et ailleurs contre le retour des Italiens, sous quelque forme que ce soit. J'insiste sur ces manifestations pour rendre hommage à une femme, Hawa Ismen Ali, première femme martyre de la lutte de libération nationale somalienne, assassinée par les Italiens en janvier 1948. Son sacrifice fut vain à court terme, car le 21 novembre 1949, l'ONU décida de placer pour 10 ans la Somalia sous la tutelle de l'Italie. La LJS continua sa lutte avec 21 autres partis politiques, majoritairement claniques, attachés à la défense et à la promotion de leurs intérêts particuliers. Pendant ce temps, dans la Somalie britannique, le développement politique fut beaucoup moins rapide que celui de la Somalia italienne. La Grande-Bretagne empêcha la formation d'un système de représentation fondé sur les partis politiques, réservant exclusivement ce rôle aux différents clans et jouant évidemment sur la rivalité entre eux. Le gros coup de boost au mouvement indépendantiste arrivera en 1954, quand le Odd et la zone réservée, des régions peuplées de Somalie, sont transférées à l'Éthiopie. L'indépendance devint alors la principale préoccupation de tous les partis, qui, dès 1959, formèrent le mouvement national Pan-Somalie qui demandait l'indépendance et l'unification des deux territoires en une république unie de Somalie, ce qui arrivera finalement le 1er juillet 1960.
Vous croyez que c'est fini? Eh ben non, il reste le cas de la Somalie française, minuscule colonie qui, après maintes luttes des partis somalis et une saisine de l'ONU, accédera finalement à l'indépendance en 1977 sous l'appellation dite neutre de Djibouti, soit 20 ans après que Harbi, le vainqueur des élections de 1957, ait été contraint à l'exil par la France parce qu'il était favorable à l'unification avec la Somalie unie déjà indépendante. Vous croyez que c'est fini? Mon cliché africain du jour est un référendum. Celui organisé par la Grande-Bretagne qui demandait aux Somalis du nord du Kenya de choisir entre Kenya et Somalie unie. L'option Somalie l'emporta, mais les Anglais décidèrent que finalement, malgré leur vote, ces Somalis-là étaient mieux au Kenya. Peut-être bien qu'il n'y a pas d'équivalent en anglais de l'expression Vox Populi, Vox Dei. Que serait la Somalie aujourd'hui sans toutes ces péripéties? À qui la faute? À vous d'y réfléchir. Et peut-être bien que la lecture du roman Madre Piccola de l'auteure italo-somalienne Cristina Ali Farah, l'une des représentantes majeures de la littérature de l'immigration en Italie, vous y aidera. Merci et à lundi.